Dans cette vidéo, je vais vous présenter les notions de package et de module dans le langage Java. Commençons par les packages, notion présente dès l'origine du langage Java. Un package, c'est un groupe de classes associées à une fonctionnalité et ou un groupe de classes qui coopèrent. Alors, on va regarder au travers de l'API Java 8 ces notions de package. Voici dans le navigateur, dans mon navigateur Firefox, la Javadoc de l'API Java Standard Edition version 8. Donc, c'est toutes les classes définies dans cette version. Donc, vous voyez ici que cette doc est structurée en 3 parties. Il y a ici la partie package. Vous avez la liste de tous les packages existants. Vous avez ici la liste de toutes les classes. Donc, quelques milliers de classes, hein, un gros paquet. Et puis, vous avez ici donc la page centrale qui, à l'accueil, vous donne une vue générale des différents packages présents. Alors, quand vous naviguez dans la doc, par exemple, si je vais sur le package java.lang, j'aurai ici la liste des interfaces. Alors, c'est une notion qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on verra bientôt. Mais par exemple, des classes, toutes les classes du package java.lang. Et si je clique sur, par exemple, la classe string, j'ai le détail, la javadoc, de la classe string. Avec la liste des constructeurs, méthodes, etc. de la classe string qui représente les chaînes de caractères. Donc, ces packages, il y en a un certain nombre qui existent. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais on va regarder quelques-uns. Alors, il y en a un qui est essentiel, c'est le package java.lang. Alors, je vais le chercher ici, java.lang. Voilà. Donc, dans le package java.lang, vous avez vu, il y a par exemple les classes qui définissent les types de base sous forme objet, long, integer, etc. Avec ce qu'on appelle les classes enveloppes. Vous avez la classe string, la classe math, la classe système. Un certain nombre de classes vraiment basiques pour programmer en Java. Un autre package utile, c'est le package java.util. Java.util, je vais aller chercher aussi, java.util. Voilà. Donc le package java.util, vous avez un certain nombre de classes. Alors on a vu certaines, hein. Je crois qu'il y a la classe scanner qu'on a vu, la classe scanner. On verra la classe par exemple date qui permet de gérer une date. D'accord? Mais surtout, il y a toute une liste de classes qu'on appelle les collections et qui permettent de gérer des structures de données, par exemple ArrayList qui va permettre de définir une liste sous la forme d'un tableau, mais redimensionnable, ou linked list qui permettent de définir une liste, par exemple, sous forme de liste chaînée. Il y a d'autres packages aussi, hein, par exemple les packages pour les interfaces graphiques JavaWT qui permet de définir les classes pour les interfaces utilisateurs. Et AWT, ça veut dire Abstract Window Toolkit. Un package s'appelle java.awt.image qui va permettre de définir toutes les classes pour définir des images raster, donc des images bitmap. Donc, à partir de Java 9, par contre, un nouveau niveau de structuration a été introduit au-dessus des packages, les modules. On en reparlera rapidement à la fin de cette présentation, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est pas indispensable pour le niveau de Java que l'on fait actuellement. Donc en fait, la Javadoc, vous le voyez ici, se présente un petit peu différemment. La page d'accueil, comme Java a continué de grandir et grandit toujours, ils ont structuré donc ça en modules, pour des raisons, on verra, en particulier des difficultés au moment du chargement, du lancement de la machine virtuelle Java. Donc vous avez à l'entrée de la Javadoc la liste des modules qui existent. Par exemple, il y a un module qui s'appelle java.base qui va vous donner toutes les classes de base de l'API standard Java. Et dans ce module, vous allez retrouver les différents packages qui sont considérés comme essentiels. Donc Java IO pour l'entrée-sortie, Java Lang que j'ai parlé ici, Java Util, etc., etc. Alors les modules, hein, on parlera rapidement à la fin de la présentation. Les packages constituent un espace de nommage. En fait, le regroupement des classes dans des packages permet d'organiser les librairies de classes Java et d'éviter d'éventuels conflits de noms. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple qui est issu de l'API standard du Java Standard Edition. Donc, je vais reprendre la Javadoc de
la version 8. Hein, c'est plus facile pour naviguer, je trouve. Donc, vous avez ici la liste de toutes les classes. Et dans la liste de toutes les classes, vous pouvez constater qu'il y a deux classes date qui existent. Elle apparaît deux fois. Alors, une première fois, cette classe date c'est la classe date du package java.util. Donc là, c'est un petit bout de la javadoc, je n'ai pas tout mis. Donc, c'est une classe qui hérite d'object, on reviendra là-dessus, et qui fait partie surtout du package java.util. Et puis, il y a une deuxième classe date qui s'appelle toujours date, mais qui fait partie du package java.sql. Donc, elles sont dans deux packages différents. Alors, comment le Java va le distinguer? En fait, en interne, ces classes ont deux noms différents, ce qui permettra de les distinguer. Ce qu'on appelle un fully qualified name. C'est le nom complet de la classe qui est en fait son nom de package préfixé, enfin, qui sert à préfixer le nom de la classe. Donc, la première, c'est java.util.date et la deuxième, java.sql.date. Comment la notion de package se traduit au niveau du système de fichiers? Alors, comme vous le savez, à chaque classe Java correspond un fichier qui est le nom de la classe, .java pour le fichier source, et le nom de la classe pour la version compilée de cette classe, qui est le bytecode. Donc ici, on a deux classes qui ont le même nom, donc deux fichiers qui ont des noms identiques, mais qui font partie de packages différents. Java SQL pour la première et Java Util pour la deuxième. Donc, pour que ça puisse fonctionner, en fait, à chaque package correspond un dossier, un répertoire différent, pour pouvoir avoir des noms de fichiers identiques. Alors, un package, on l'a vu hein, tout à l'heure dans la démo avec l'API, la Javadoc de l'API, hein, il peut y avoir des classes d'interface, d'autres entités aussi qui sont des exceptions, des annotations, mais ça reviendra plus tard dans la suite du cours. Et il peut aussi contenir, on a vu avec le package AWT, on a le package JavaWT qui contient par exemple des objets comme la couleur ou graphics qui permettra de définir. Donc, de dessiner, c'est des classes Java correspondantes à ces objets. Mais il peut aussi contenir ce qu'on appelle des sous-packages. Tout à l'heure, je vous ai parlé du package, par exemple, Java AWT Images, hein, qui contient, par exemple, une classe raster pour représenter des images bitmap. Donc, ces packages peuvent former une hiérarchie qui est une hiérarchie de répertoire imbriqué. Donc, vous avez ici le Java, qui est le package le plus haut niveau, qui contient les packages de l'API standard Java, Java SQL, Java Util, Java WT, qui lui-même contient le package Java WT Image, etc., etc. Donc, si on regarde cette organisation hiérarchique du répertoire, on la retrouve donc au niveau des sources. Hein, dans votre répertoire où se trouvent vos sources, vous devez avoir un répertoire Java qui va contenir un répertoire, par exemple SQL qui contiendra la classe date de Java SQL et puis d'autres classes bien sûr. Le package util qui contiendra la classe java.util.date. Hein. Et puis, par exemple, le package JavaWT qui contiendra des sous-répertoires avec les différentes classes, par exemple image pour toutes les classes concernant les images raster ou event pour les événements utilisateurs. Cette hiérarchie, on la retrouve aussi au niveau des classes. C'est-à-dire que quand le code est compilé, on va retrouver les mêmes répertoires. Donc, imaginons que ce code-là soit compilé avec une option qui permettrait de ranger dans un fichier répertoire classes. Ben, vous aurez donc à nouveau la même hiérarchie de répertoire et les points classes qui se situent dans les mêmes niveaux. Hein. Donc, par exemple, ici, pour date.class, vous aurez donc le package java.sql ou le package java.util. Donc, chaque niveau correspond à un répertoire. Et cette structure des répertoires, hein, si vous avez défini du code avec une hiérarchie de packages, vous la retrouvez aussi dans les fichiers jar qui vont être produits. Donc, par exemple, rt.jar, c'est le runtime de Java 8. Ben, si on regarde avec la commande jar tvf pour voir ce qu'il y a dedans, dans ce fichier rt.tar, et puis je pipe avec more parce que c'est très gros pour pouvoir arrêter la lecture, ben, vous verrez que vous avez un certain nombre de répertoires qui existent avec des sous-répertoires, et dedans se trouvent les différents points classes de l'API standard Java. Maintenant, comment au niveau du code source, les packages sont définis. Donc, le package d'appartenance d'une classe est défini par l'instruction package, nom du package. Alors, ça peut être un nom d'identifiant séparé par des points. On va revenir dessus tout de suite.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de votre code source, imaginez que vous avez un projet Java qui est quelque part dans un dossier sur votre système de fichiers et que votre code source, vous le rangez dans le répertoire ici en bleu qui s'appelle le répertoire SRC et que je veux définir une classe, par exemple, qui s'appellerait une classe. Alors, l'instruction package est une instruction optionnelle. Hein. Si elle est présente, elle doit être la première instruction du fichier. Et elle va définir le package auquel est rattaché le code contenu dans le fichier. Alors, ici, par exemple, imaginons que je veux créer un package tout bête, package cours programmation orientée objet, cours POO. Ce qui veut dire qu'au niveau de mon code, je vais devoir créer un répertoire cours POO et que dans ce répertoire, il y aura le code source de ma classe, le fichier qui correspond au code source de ma classe, une classe.java. Imaginons qu'ensuite, pour le compte PO, par exemple, je fais un TP sur simuler des comptes en banque avec une classe compte et une classe client. Bah, je vais dire, elles font partie d'un même groupe de classes qui ont, qui ont des fonctionnalités liées. Donc, j'appellerai ce package cours PO.banque. Alors, ce qui veut dire que dans cours PO, il y a un répertoire banque qui va être créé et qui contiendra le code source, les fichiers sources de chacune des classes de ce package, la classe compte et la classe client. Si ensuite j'ai des classes pour faire de la géométrie, ben, je peux créer un package cours PO.geom. Donc à nouveau un dossier geom qui contiendra les classes, le code source de mes différentes classes. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne définis pas l'instruction package? Hein, s'il n'y a pas d'instruction package, le code défini dans le fichier est associé à un package par défaut, sans nom, et qui correspondra au répertoire racine des sources. Donc ici, ce qui veut dire que le code de ma classe ici sera dans le répertoire racine de mes sources, package sans nom, hein, et on retrouvera le fichier ma classe.java. Alors en général, ce n'est pas une très bonne idée, même alors si on le fait nous pour les TP du début, mais en général, on conseille de toujours définir un nom de package. Un nom de package, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a des conventions. D'abord, on va utiliser que des minuscules. Et puis en fait, pour que, imaginons que moi j'ai créé un paquet de Geom, mais quelqu'un d'autre ailleurs va créer un paquet de Genome, pour pas qu'il y ait, Geom, pardon, pour pas qu'il y ait de conflit entre mon paquet de Geom et celui de quelqu'un d'autre, d'une autre organisation qui le créerait, en fait, il est bon de préfixer les packages par le nom de domaine inversé. Alors, par exemple, j'ai mis ici deux exemples réels. Hein. Vous avez ici, par exemple, JUnit. C'est un framework de test qui est créé par open source, donc c'est sur le site junit.org. Et ben, les paquets de Junit seront préfixés par org.junit. Donc on prend le nom de domaine inversé, et il y a un autre package que moi par exemple j'utilise, s'appelle Apache-Gena, enfin une autre API Java que j'utilise, s'appelle Apache-Gena qui permet de faire des graphes de données pour le web sémantique. Ben, c'est développé par le projet Apache gena.apache.org. Et ben, les noms des packages, ils vont être tous préfixés par gena.apache.org. Donc en général, c'est ce qu'on fait. Hein. Vous allez voir que quand vous utiliserez des librairies tierces, les noms de package respectent ces règles, ce qui évite comme ça d'avoir des conflits entre noms de package, puisque chacun a son propre domaine. Donc maintenant qu'on a vu comment on déclarait l'appartenance d'une classe à un package avec l'instruction package, voyons comment on va utiliser les classes d'autres packages depuis une classe. Alors je vais prendre toujours comme exemple la classe compte du package cours po.bank et je souhaiterais utiliser dans cette classe, pour gérer les comptes en banque d'un utilisateur, avoir une connexion à une base de données relationnelle pour pouvoir récupérer dans la base de données les informations associées au compte. Donc pour cela, on peut utiliser un objet de type connexion, une classe du package standard java.sql qui permettra de faire des connexions aux bases de données relationnelles par le réseau. Donc ça veut dire qu'il faut déclarer, par exemple, dans la classe, une référence d'objet, C, qui serait de type connexion, connexion faisant référence à la classe du package java.sql qui s'appelle connexion. Alors si on compilait ce code tel qu'il est, hein, par exemple java le nom de la classe pleinement qualifié si je suis situé dans le répertoire racine des sources de mon projet,
au moment de la compilation, je vais avoir une erreur de compilation qui va me dire que le compilateur ne connaît pas la classe connexion. Il ne connaît pas la classe connexion, il ne sait pas ce que c'est que ce symbole. Et ça vient du fait que, en fait, le compilateur, les classes qu'il connaît sont simplement les classes qui sont soit dans le répertoire identique au répertoire où se trouve votre classe, donc du même package que votre classe, soit les classes, par exemple, comme ici la classe string, qui font partie du package de base qui s'appelle java.lang. Pour toutes les autres classes, il faut rajouter des instructions dans mon code qui permettront de spécifier au compilateur où se trouve dans le système de fichiers ou dans les différents points jar qui font partie de votre classe pass, les classes que vous utilisez. Pour résoudre ce problème d'accès aux classes d'un autre package, il faut utiliser une instruction import qui permettra au compilateur de savoir où se trouve le code de cette classe. Donc l'instruction import, c'est une instruction de la forme import, nom du package, nom de classe. Donc par exemple ici pour la classe connexion, je vais pouvoir rajouter l'instruction import.java.sql.connexion où je mettrai le nom pleinement qualifié de la classe. Alors, imaginons par exemple que ma classe compte utilise deux autres classes, date et linked list, qui sont des classes définies dans le package java.util. Alors, j'ai une deuxième manière d'écrire mon import qu'on voit parfois qui est import, on met le nom du package .étoile. Donc ici, import nom du package java.util .étoile et en fait toutes les classes pour lesquelles il y aura un doute, eh ben, il ira chercher dans ce import où j'utilise l'étoile qui est la wildcard pour pouvoir dire n'importe quelle classe du package java.util. Alors, imaginons qu'il y a un troisième cas. Par exemple, imaginons que je veuille utiliser la classe date, mais pas de java.util, mais de la classe du package java.sql. Mais que j'ai aussi besoin de la classe D1, enfin de l'objet D1 qui serait lui de package java.util. Donc là, je ne peux pas faire un port java.util .sql date, puisque j'ai déjà un java.util date. Donc en fait, je vais indiquer le nom pleinement qualifié de la classe pour déclarer la référence. Donc D2 sera le type java.sql.date. Donc quand on déclare une variable qui est de type objet, une référence d'objet, soit on met simplement le nom de la classe, mais dans ce cas-là, si c'est une classe qui est autre que dans le package java.lang ou le package courant dans lequel est définie notre classe, il faut faire un import correspondant. D'accord? Soit je peux aussi, si j'ai envie, de mettre, pas d'avoir d'instruction d'import, mais je peux mettre un nom pleinement qualifié. Alors, l'aide d'apport, hein, c'est pas comme dans le langage C, hein, ça n'insère pas du code dans le code de votre classe Java. Hein, la taille du bytecode sera identique que vous ayez 1, 0 ou 15 imports. Hein, il s'agit simplement d'une indication pour le compilateur. En interne, en fait, le compilateur, grâce aux imports, il va être capable de remplacer les noms des classes par des fully qualified names qui lèveront toute ambiguïté au moment de l'exécution par la machine virtuelle Java. Et je vous rappelle, hein, j'ai déjà dit, mais j'insiste, n'a pas besoin d'import pour les classes du package java.lang. Alors, il y a deux écritures. Alors, au début, on a tendance à croire que ça, c'est mieux parce qu'il y a moins de choses à écrire. Mais en fait, de manière générale, on préfère la solution 1 avec un import explicite pour chaque classe à la solution 2. Donc ici, c'est un bon code Java, hein, ce sera un import avec java.util.date, import java.util.linkedList, plutôt que simplement l'import java.util.étoile. Alors l'intérêt de ça, c'est bon, c'est un petit peu plus verbeux, mais ça permet à quelqu'un qui lit la classe de savoir exactement d'où viennent les différentes classes qu'il utilise et qui sont externes au package courant. Alors quand vous utilisez une instruction import avec nom de package .étoile, ça ne concerne que les classes du package indiqué. Elle ne s'applique pas aux classes des sous-packages. Alors, je vais prendre un exemple. Voilà, imaginons que j'ai une classe star dans mon package courpo.geom. Pour dessiner une star, j'ai une étoile, j'ai une couleur, color C. Et puis, quand je dessine, je passe en paramètre un objet G qui servira à dessiner. C'est l'objet contexte graphique, un petit peu comme celui qu'on a vu avec JavaScript. Et puis, imaginons que dans ce code-là, j'ai besoin d'une classe raster. Donc color et graphics
c'est des classes qui font partie du paquet java.wt. Et raster, qui représente une image bitmap, c'est une classe qui fait partie du paquet java.wt.image. Alors, je peux faire un import, pardon, je peux faire un import de java.wt.étoile pour les classes color et les classes graphics. Mais en fait, même si la classe raster fait partie d'un sous-package de Java WT, là ici, si je gardais cette chose-là, ben, il n'ira pas la chercher. Le compilateur me dira que le symbole raster est un symbole inconnu, il ne connaît pas l'origine de cette classe. Donc là, il faudrait faire un import. Donc ici, par exemple, l'import java.wt.image raster. Alors, dans les premières versions de Java, quand vous utilisez le membre statique d'une classe, par exemple, dans la classe math, il y a une variable, une constante qui s'appelle pi, hein, qui permet de définir le nombre pi 3 1459, où il y avait une fonction accessible par la classe math, une fonction statique, le cosinus qui permet de calculer le cosinus d'un angle donné. Et ben, pour utiliser ces éléments statiques, euh, il fallait toujours préfixer ça par le nom de la classe qui le contient. Donc la classe math. Alors, il n'y a pas d'import pour la classe math parce que la classe math fait partie du package java.lang, mais je suis obligé de préfixer ces choses-là par le nom de la classe. Alors, parfois, c'est plus facile d'utiliser ce qu'on appelle d'import statique qui ont été introduits avec la version 1.5 de Java. Donc, depuis la version 1.5, on peut réduire le code à écrire pour accéder aux membres statiques d'une classe par des imports statiques. Alors, si je reprends l'exemple ci-dessus, l'import statique, et ben là ici, c'est import statique java.lang.mat, par exemple étoile. Et là, ça veut dire que ben, un symbole qu'il ne connaîtrait pas, un pi tout seul, il va dire, il n'y a pas dans la classe version 1.5 de variables qui s'appelle pi, il faudrait les appeler par la notion préfixée, et ben, en faisant l'import statique java.lang.mat, tous les symboles qu'il ne connaîtrait pas, il sait qu'il va les chercher dans cette classe-là. Donc, un import statique, c'est un nom de package, point, nom d'une classe, et puis derrière, on peut mettre soit le nom du membre, soit étoile pour importer tous les membres de cette classe qu'on utilise. Voilà. Alors, voyons maintenant comment cela se passe au niveau de la compilation et de l'exécution de classes définies dans des packages. Donc, par exemple, j'ai un package POO.demoPackage, donc ce qui veut dire que dans mon répertoire source, j'ai un répertoire POO qui contient un répertoire demo package et les classes de ce package. Donc, par exemple, ici, la classe demo package sera donc définie dans ce répertoire-là. Et puis, elle utilise la classe coucou, donc il n'y a pas d'import puisqu'ils font partie du même package. Et la classe coucou, avec une méthode hello, sera définie aussi dans ce répertoire-là. Donc, pour compiler, en fait, si on se place dans le répertoire racine des packages, pour désigner la classe, on va utiliser un fully qualified name. Donc, si je veux compiler, ce sera javac PO demo package.java. Donc, on spécifie tout le chemin pour accéder à la classe et puis on met destination -d, par exemple, le répertoire classes, qui sera ce répertoire-là dans lequel je vais ranger mes classes. Donc là, hiérarchie des packages est reconstruite dans le répertoire de destination. Donc dans le répertoire de destination, je vais retrouver à nouveau PO.demo package, qui sera donc le répertoire PO avec demo package et dans les points classes. Et après, au niveau de l'exécution, si je me place par exemple dans le répertoire classes et que je veux utiliser une classe, je vais utiliser un fully qualified name. Donc, je vais mettre dans le répertoire classes et pour exécuter mon programme principal, Java po.demopackages.demopackage. Donc, on a un nom complètement qualifié. Avec Java 8 est apparu au-dessus de la notion de package la notion de profil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un profil? On appelle ça les profils compacts de Java 8. Donc, c'est des versions réduites du runtime Java nécessaire pour la machine virtuelle Java. L'intérêt, donc, c'est de permettre des temps de démarrage de la machine virtuelle Java plus rapides parce qu'en fait, avec l'augmentation des nombres de packages, ça posait un petit peu des soucis de taille du runtime et de l'exécution et du temps de démarrage pour charger les classes.
Donc une utilisation de moins de ressources. En plus, ils ont supprimé certains paquets qui étaient packages qui étaient pas dans le noyau du langage Java et offrir aussi une meilleure sécurité en enlevant certaines classes qui pouvaient poser problème. Alors ces profils, en fait, donc c'est différentes versions. Donc il y a, pardon, un profil compact 1 qui est le plus réduit, qui contient les classes qui sont jugées essentielles. Ce profil compact 1 est inclus dans le profil compact 2. Ça veut dire que le profil compact 2, ce sont les classes du compact 1 plus les classes qui sont listées ici. Et puis le profil compact 3, ben, c'est le compact 1 plus le compact 2, avec en plus les classes qui sont définies ici. Donc ça, c'était vraiment une première étape vers la modularité, mais ce n'était pas entièrement satisfaisant, mais il fallait rester compatible avec ce qui existait auparavant. Et en fait, avec Java 9, a été introduite la notion de module. Donc depuis Java 9, vous avez les modules. Alors il y a un niveau d'abstraction qui est possible d'être défini au-dessus des packages. Alors qu'est-ce que c'est qu'un module? Ben, un module, c'est un groupe de packages et de ressources qui sont liées entre elles, avec en plus, pour décrire le module, un fichier spécial qu'on appellera le descripteur du module. Et donc, un module, on va voir ce que c'est. Donc, si je reprends les packages, tout à l'heure, j'avais le package cours PO par banque, qui contiendrait le package cours PO banque crypto. Donc, ça veut dire qu'au niveau de mes sources, j'ai un dossier source, dans lequel c'est la racine de mes sources. Dedans, j'ai un dossier cours PO, avec dedans un dossier banque, et après, pour le sous-package crypto, un dossier crypto dans le dossier banque. Puis pareil, j'avais un package court POO, Geom. Donc dans le répertoire court POO, j'ai le répertoire Geom avec mes classes de mon package Geom. Alors si on passe au niveau des modules, en fait, on a rajouté un niveau que vous voyez ici en vert. Donc un module, ça a un nom qui est un nom de la même forme que le nom de package. Mais le répertoire qui va correspondre à ce module, ça garde le même nom que le nom du module. Donc ici, mon module s'appelle courpo.bank. Mon répertoire ici, qui contiendra le module, sera en vert. Dans ce module, on va retrouver la hiérarchie de package. Donc vous voyez ici, comme j'ai fait un module courpo.bank et courpo.geom, en fait, je répète à nouveau dans le dossier courpo.geom ce qui est nécessaire, donc les packages pour courpo.geom, donc les dossiers, les sous-dossiers. Donc on a à ce niveau en plus. Et puis aussi, vous avez donc ce fichier descripteur de module qui va permettre de spécifier quelles seront les dépendances de votre module, donc de quel autre module va dépendre votre module, et aussi quels packages, quels codes seront accessibles en dehors de votre module. Quels packages seront exportés et utilisables par les applications qui utiliseront votre module. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu, je ne vais pas dire compliqué, mais ça rajoute pas mal de choses et ce n'est pas indispensable pour les bases du langage Java. Mais pour ceux qui sont curieux ou qui en auraient besoin plus tard, hein, je vous invite à aller regarder le tutoriel de Jakob Jekov, c'est un développeur très expérimenté danois, je crois, et qui a des blogs avec des choses très poussées sur Java. Et donc, il a tout un tutoriel sur les modules. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour cette partie-là.